Privé de 3 patries, un homme noir de 36 ans meurt seul d'une leucémie aux États-Unis, un pays qu'il déteste à cause du racisme d'État. Les médecins américains m'ont remis dans la machine à laver hier soir pour laver mon sang, sont l'un des derniers mots de un des plus grands penseurs anticoloniaux du monde, Frantz Fanon. Qu'il meurt d'une pénurie de globules blancs qu'il considère comme une conspiration. D'autres y voient de l'ironie. Le malheureux Fanon manque la naissance d'une Algérie indépendante, raison de sa mort soudaine. La lutte pour la liberté algérienne, c'était le but de sa vie. La lutte contre l'occupant français, c'était son chemin de vie. La France, c'était le pays qu'il idéalisait autrefois, mais qu'il colonisait aussi sa Martinique natale. Un avion militaire transporte le corps de Fanon vers une zone frontalière algérienne, contrôlée par les combattants de la liberté algérienne. Les Algériens lui rendent hommage en tirant en l'air pendant 15 minutes, tandis que les présidents des pays africains indépendants lui rendent un dernier hommage. Pour eux, Fanon était une source d'inspiration importante dans la lutte contre l'occupant européen de leur pays. 6 mois plus tard, le plus grand souhait de Fanon est exaucé. L'Algérie gagne la guerre, devient indépendant et dans une Algérie libre, Fanon obtient des funérailles nationales. Dans ce pays, on se souvient de lui comme d'un héros révolutionnaire. Et une université porte son nom. Comme c'est différent dans ces 2 autres patries. La France le considère comme un traître et en Martinique, personne ne semble le faire pour le pleurer. Tout Fort-de-France sort pour rendre un dernier hommage à un homme noir de 94 ans. La Marseillaise sonne, le tricolore française orne le cercueil. Mais dans le cercueil repose, avec le corps, le tricolore martiniquais. Toute l'élite politique française est présente à ces funérailles nationales de l'homme politique français qui a détenu le record de longévité de ces derniers temps. Aimé Césaire a été maire de la capitale martiniquaise Fort-de-France pendant un demi-siècle et en même temps représentant de son île au Parlement français. Jamais auparavant, il n'y a eu de funérailles nationales françaises en dehors de la France. La France est comme le meilleur pour honorer ses héros. Ça, c'est pourquoi le gouvernement français aurait préféré des funérailles au Panthéon à Paris, le symbole de supériorité française au milieu des plus grands Français blancs de tous les temps. Mais la famille de Césaire refuse. Le président Sarkozy est également présent. L'année dernière, Césaire l'avait déclaré indésirable en Martinique parce qu'il avait demandé aux écoles d'enseigner positivement aux enfants sur la colonisation française. L'ancien candidat à la présidence, Bayrou, est également présent. Il avait retiré de la liste scolaire de littérature le célèbre livre anticolonial de Césaire, Discours sur le colonialisme. À l'extérieur se trouvent des panneaux de tension qui disent « Césaire, père de la Martinique », mais aussi « Césaire, père de la départementalisation ». La départementalisation de 1946 a été un projet de loi de Césaire. Sa loi changerait la colonie Martinique dans un département français. L'île des Caraïbes fait même partie de l'Union européenne, avec l'euro comme moyen de paiement. La Martinique est visible sur chaque billet en euros au dos et l'itinérance des données est gratuite à chaque Européen. En plus du Parlement à Paris, les Martiniquais votent également pour le Parlement à Bruxelles. En face, pensez-vous aussi que ce mot résume tout concernant les 2 décolonisations de la Martinique et de l'Algérie en ce qui concerne les 2 funérailles d'État de 2 des plus grands écrivains anticoloniaux du monde. Mais bien que leurs funérailles d'État et leurs idées sur la décolonisation étaient différentes, leur vie a commencé dans le même lycée à Fort-de-France. Césaire en tant qu'enseignant, Fanon comme l'élève
qui l'idéalisait. Dans cette série, je vous présente la vie d'Aimé Césaire et Frantz Fanon. À travers leurs histoires de vie spéciales, je vous raconte aussi l'histoire de la terre pour laquelle ils se sont battus, Martinique et Algérie. Dans cette première partie, je vais vous dire à quoi ressemblait la société coloniale dans laquelle Césaire et Fanon ont grandi, ce que cela les a affectés et pourquoi l'esclavage et la colonisation entraînent encore des conséquences négatives aujourd'hui. Après cette vidéo, vous aurez une image plus claire du thème de l'esclavage et de la colonisation. Un sujet qui fera beaucoup parler cette année. Et puis, vous aussi, vous comprenez un peu mieux le monde. 1492 est l'une des années les plus déterminantes de l'histoire de l'humanité parce que c'est le début du plus grand drame humain de tous les temps. L'Europe n'était pas un endroit agréable à vivre à l'époque en raison de la croissance démographique rapide et de la sécheresse persistante. Les Européens cherchaient activement à étendre leur région. Et cela ne pouvait se faire que vers l'ouest, dans l'océan, dans l'inconnu. Christophe Colomb a redécouvert le continent américain. Pendant des milliers d'années, des civilisations nobles telles que les Mayas et les Incas y ont vécu. Et dans les années qui ont suivi, plusieurs pays européens ont revendiqué le continent et 90% de la population d'origine était morte. Des virus apportés par les Européens et des armes européennes qui leur étaient inconnues. Peu de temps auparavant, sur les îles Canaries, on avait expérimenté un nouveau système économique de plantation. Ce système a également été déplacé de l'autre côté de l'océan. Les Européens n'avaient qu'un seul problème. Il n'y avait pas de gens qui pouvaient travailler dans les plantations. La population d'origine était pratiquement éteinte et les Européens eux-mêmes n'étaient pas intéressés. Pour résoudre ce problème, 13 millions d'Africains au total ont été expédiés vers les Caraïbes et aux mines du Brésil. La France a l'honneur douteux d'avoir aboli l'esclavage, non pas un, mais 2 fois. Selon la Révolution française qui a éclaté en 1789, tous les peuples sont égaux. Et sous la pression de leurs propres idéaux, le Parlement français, en 1794, a mis fin à la plus dure et la plus grande inégalité qui a jamais existé. La France aurait pu avoir l'honneur d'entrer dans les livres d'histoire comme le premier pays à abolir l'esclavage. Mais Napoléon Bonaparte, de tous les peuples, le brillant empereur français novateur en Europe, a inversé l'abolition progressive de l'esclavage en 1804, sous l'influence du lobby des propriétaires d'esclaves et de son épouse Joséphine, née en Martinique. Le pays qui avait inventé les droits de l'homme universels a finalement aboli l'esclavage en 1848. La statue en l'honneur de Joséphine Bonaparte en Martinique a été récemment décapitée, rénovée et finalement irrémédiablement détruite. Joséphine appartenait à la classe Béké en Martinique. À l'époque coloniale, c'était la classe blanche des propriétaires d'esclaves. Leurs descendants font partie du 1% en Martinique qui possède encore plus de la moitié des terres aujourd'hui et domine l'économie martiniquaise. La grande majorité en Martinique descendent d'esclaves africains. Dans cette série, vous verrez que l'esclavage a laissé des traces profondes sur cette partie de la population martiniquaise. Leurs souffrances ne s'arrêtèrent pas avec son abolition en 1848. Surtout
Mentalement et socialement, cela a eu un effet dévastateur. Ce sont des conséquences qui peuvent être vues à ce jour. L'origine était donc le système de plantation, un système basé sur le racisme. Cela allait au-delà des Blancs contre les Foncés parce que le groupe des Martiniquais noirs était également divisé racialement. Il arrivait souvent qu'un propriétaire d'esclaves ait une liaison sexuelle avec une esclave noire. Les enfants qui en sortaient étaient des citoyens libres selon la loi française et étaient autorisés à posséder des terres, par exemple. Il en résulta une nouvelle classe de Martiniquais d'origine mixte aux teintes plus claires, les mulâtres. Ce groupe était à un moment donné plus nombreux que la classe blanche, sauf dans la couleur de la peau. Ils différaient en statut du reste de la population noire, appelée les nègres. Les Martiniquais asservis. Alors la situation socio-économique de la Martinique était donc liée à la couleur de la peau. Plus on était clair, meilleure était sa position socio-économique. Et plus on était foncé, plus cette position était mauvaise. L'abolition de l'esclavage n'a pas aboli ce racisme. L'historien Léo Tsailir écrivait en 2015 « En Martinique, la couleur de la peau détermine en grande partie le parcours de vie et l'estime de soi. » Aimé Césaire est né le 26 juin 1913. Ses parents lui ont appris qu'il devait parler comme un Français et se comporter comme un non-blanc. Les parents de Césaire n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils envoyaient leur fils dans la seule école privée de Martinique où les enfants de couleur étaient autorisés. Le lycée Victor Schœlcher. L'école a été nommée d'après le politicien français qui avait définitivement aboli l'esclavage avec son projet de loi en 1848. Le culte de Schœlcher en Martinique en dit long sur l'état de la société sur l'île. Cela a également surpris le consul américain en Martinique. En 1950, il rapportait « Il y a probablement peu de gens aux Antilles anglaises ou néerlandaises qui se souviennent qu'il a aboli l'esclavage sur leur île. Mais sur les îles françaises, tout le monde se souvient de Schœlcher à tout moment par les politiciens dans leurs discours, avec des statues, des bâtiments importants et de nombreux noms de rues. Dans les Antilles françaises, les gens sont à 100% français. Les Noirs sont même physiquement différents dans les autres, dans les Caraïbes. La France peut donc à juste titre être fière de son assimilation politique et culturelle de cette population. Le jeune Césaire détestait sa société, le besoin exagéré de vouloir être le plus français possible. Il pensait être tout simplement faux. Lorsqu'il obtient une bourse d'études dans une université parisienne en 1931 pour son talent en langue et en rhétorique, il est euphorique. Ces 8 années d'études parisiennes ont été décisives pour Césaire. Avec ses 2 meilleurs amis, Léon Damas, qui deviendra un poète et homme politique célèbre, et Léopold Sédar Senghor, qui deviendra le premier président du Sénégal, ils discutent de politique et de l'actualité de l'époque, la montée du fascisme. Ils ont également visité ensemble les salons populaires, les clubs de débat à Paris. Et là, ils ont appris quelque chose que la meilleure université du pays ne leur a pas enseigné. Qui ils étaient vraiment. Nous étions habitués à ne lire que des livres de personnes célèbres, intellectuelles européennes sur les civilisations européennes. Les écrivains afro-américains dans les salons
nous ont montré que nous avions notre propre identité. Alors qu'en France, l'assimilation, être le plus français possible, était l'objectif. Nous avons pris conscience de notre propre culture noire, fière, et de notre histoire noire. Désormais, c'était « Je suis nègre, nègre je le serai toujours ». Les trois amis ont lancé un mouvement qui, dans les années suivantes, serait une grande source d'inspiration pour la jeunesse noire et d'autres mouvements anticoloniaux. La négritude. Les trois amis étaient de brillants écrivains et poètes. À Paris, Césaire a écrit l'un des livres anticoloniaux les plus célèbres. La terre natale de Césaire dans ce livre n'était pas la Martinique, mais l'Afrique. Parce qu'en plus d'être anticolonial, l'objectif de la négritude était la conscience de l'identité africaine, une renaissance africaine. Cette lutte intérieure était l'arme contre le système colonial oppressif, un système qui avait conduit à un sentiment d'identité problématique en Martinique. Selon Césaire, le Martiniquais ne se sent chez lui nulle part. Tout d'abord, les Antillais ne répondent pas aux critères de la société blanche. Par exemple, l'endroit où Césaire a étudié était l'apogée de la civilisation française, où même les futurs présidents français étudiaient. Mais il était encore régulièrement discriminé à Paris. Mais les Martiniquais ne répondent pas non plus aux critères de l'Afrique noire, comme ils sont déracinés de l'Afrique. La langue française montre cette ambiguïté d'une manière méchante. L'Africain est appelé noir et l'Antillais expulsé est appelé nègre. Une anecdote de Césaire montre à quel point ce problème est profondément enraciné en Martinique. De retour chez moi, un Martiniquais bien habillé, à la peau plus foncée, s'est approché de moi et m'a dit « Césaire, je t'aime beaucoup, mais j'ai un problème. Pourquoi parlez-vous toujours de l'Afrique? Nous n'avons rien à voir avec ces gens-là. Ils sont sauvages. Nous sommes différents. » Dès son retour en Martinique, Césaire, 26 ans, était devenu un jeune homme de statut. Mais il n'avait pas gagné ce statut par sa riche poésie ou sa négritude philosophique. La société martiniquaise francisée n'y était pas encore prête. La société voyait en lui un diplômé de Paris qui avait réussi dans le monde colonial blanc. Plus parfait que cela était presque impossible pour eux. Césaire était considéré par eux comme le type de Martiniquais qu'il voulait enfuir il y a 8 ans. Son séjour en tant qu'étudiant en France a transformé Césaire en un homme qui sera finalement apprécié à la fois par le colonisateur français et par la population martiniquaise francisée. Mais il deviendra également une source d'inspiration pour de nombreux opposants au système colonial. Ce ne sont pas les cours de langue classique ou de littérature française qui formeront Césaire. C'était la communauté intellectuelle noire de Paris qui avait transformé sa vision étroite d'esprit martiniquaise coloniale, qui s'est élargie au contexte plus large d'une conscience afro-caribéenne. Césaire a accordé cette nouvelle vision d'identité de négritude à tous les Martiniquais. Si ils devaient revenir à leurs origines africaines, une révolution culturelle commencerait qui redonnerait un fondement à la société martiniquaise déracinée. Et qui de mieux
pour commencer que les lycéens. Césaire devient professeur au lycée Victor Schœlcher. Et là, il y enseigne à Frantz Fanon. Fanon était le plus grand fan de Césaire, contrairement au reste de la Martinique, qui considérait la négritude, mais le bluff africain. Fanon, il mémorise les livres de son maître et imite sa façon flamboyante de parler. Fanon venait d'une famille similaire à Césaire. Ses pauvres parents l'avaient envoyé à Victor Schœlcher pour devenir aussi blanc et aussi français que possible. Sa mère l'appelait régulièrement le plus noir de mes fils, de manière péjorative. Grâce à Césaire, il a été introduit dans un autre monde, un monde qui lui a donné de l'estime de soi. Mais la Seconde Guerre mondiale a éclaté en Martinique. Cette guerre va tout changer. Elle va changer radicalement la vie de Césaire et la vie de Fanon et l'avenir de leur Martinique.